Bonjour, je m'appelle Florence Fayard. Je vais vous faire cette année les conférences de LCA de D4. J'ai passé l'internat, enfin l'ENC en 2010. Je suis arrivée 125e et j'ai choisi de m'orienter vers un internat de santé publique. Voilà, donc je vais commencer mon premier semestre de santé publique probablement en biostatistique et épidémiologie. Alors, aujourd'hui, on va commencer par une conférence sur l'essai thérapeutique. Où on va corriger l'épreuve de l'ECN 2010. Voilà, ma conférence va s'articuler en cinq parties. Premièrement, une introduction qui va plutôt s'apparenter à des conseils de travail. Deuxièmement, on va faire un tableau récapitulant les différents types d'études pour se les resituer. Troisièmement, on va corriger donc le sujet des ECN 2010. On fera ensuite une méthode de résumé qui permet de répondre qui permet de faire des résumés quel que soit l'article étudié. Et puis on verra les questions types et les questions récurrentes concernant l'essai thérapeutique sous forme de réponses types. Voilà, donc tout d'abord une petite introduction, quelques conseils de travail. Premièrement, je vous conseille d'assister aux cours proposés par vos facultés, qui vous permettront de bien comprendre l'esprit de la matière. Et en LCA, c'est l'essentiel du travail. Voilà. Ensuite, je vous conseille aussi de consulter le site du CNCI, où vous trouverez le glossaire, qui reprend donc les définitions importantes de la LCA. Toutes les définitions ne sont pas forcément de très bonne qualité, mais en tout cas, elles font référence. Donc, il faut l'avoir lu au moins une fois. Je vous conseille aussi d'aller regarder les 24 objectifs pédagogiques proposés par le CNCI, qui sont très intéressants, puisqu'en fait, ils reprennent les différents types de questions qu'on va pouvoir vous poser. Donc, il faut vraiment bien les connaître. Ensuite, sur ce site, on vous propose des exemples d'articles avec des corrections. Donc, ça vous donne un peu une petite idée de ce qui peut tomber comme genre de questions, le genre de correction. Même si les corrections qui sont proposées semblent un petit peu simplistes et il faut se méfier. Et puis il y a des annales sans correction par contre. Voilà, il y a aussi la méthode de décompte des mots du résumé qu'il faut connaître pour ne pas se retrouver embêté le jour J. Et puis mon troisième conseil, peut-être lui un peu plus original, c'est si vous pensez que vous n'avez pas le temps de faire de la LCA parce que c'est très chronophage, vous pouvez au moins feuilleter des livres de dossiers et lire les questions seulement et les réponses. Ça vous donnera une idée du type de questions qui tombent, vous vous rendrez compte que c'est toujours les mêmes. Et puis vous verrez que les réponses sont forcément aussi toujours les mêmes. Voilà. Voilà mes conseils de travail. Alors maintenant, concernant le jour de l'examen, la LCA, c'est vraiment la seule matière à l'ECN qui pose pas de problème de temps. Donc c'est très important de faire en sorte de ne pas perdre de points bêtement. Moi, mon conseil, c'est, mais je pense comme dans les dossiers, d'être très redondant dans vos réponses, s'assurer de ne pas oublier de répondre à un axe de réponse à la question. Donc déjà, ça veut dire s'assurer de pas oublier de répondre à une demi-question. Et puis dans la question, on va le voir tout à l'heure avec un exemple de ce qui est tombé en 2010, s'assurer qu'on cherche bien à répondre à tous les axes de réponse. Voilà. Et puis un petit conseil pratique aussi, je pense que c'est mieux de répondre aux questions plutôt qu'aux résumés en premier, puisqu'elles sont organisées de manière à faire comprendre l'article, c'est très progressif et bon, ça me paraît plus adapté. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter un tableau qui reprend les différents types d'études que vous pourrez retrouver dans l'épreuve de lecture critique d'articles. Alors il y a deux grandes familles d'études. Il y a les études non interventionnelles, aussi appelées études observationnelles. Et les études expérimentales ou interventionnelles. Alors les études non interventionnelles se distinguent des études expérimentales du fait que l'investigateur n'intervienne pas dans la population étudiée. C'est-à-dire, par exemple, dans l'étude expérimentale, il intervient à travers l'adjonction d'un traitement à une partie de la population étudiée. Dans l'étude non interventionnelle, en fait, on observe. Alors, les premières études dans
dans les études non interventionnelles sont les études descriptives. Les études descriptives sont de deux types. Les études transversales, qui sont vraiment les plus simples, qui correspondent à une photographie de la population à un moment donné, et qui permettent essentiellement de donner comme information la prévalence de certains facteurs de risque ou de certaines maladies. C'est l'information essentielle que peuvent donner ces études. Donc elles sont quand même relativement limitées. Je ne pense pas que vous ayez une étude transversale à l'ECN. Les deuxièmes études descriptives sont les études longitudinales, qui, elles, contrairement aux études transversales, analysent une population pendant un temps donné. Donc, en plus de la prévalence, elles donnent comme information l'incidence et nous informent aussi sur la temporalité. J'entends par temporalité l'ordre d'apparition de certains événements. Par exemple, on peut se rendre compte dans une étude longitudinale que certains facteurs de risque apparaissent avant certaines maladies dans une population donnée. Voilà. Voilà pour les études descriptives. Des études donc finalement peu informatives lorsqu'on cherche à mettre en évidence des relations de causalité entre des facteurs de risque et des maladies. Des études un peu plus performantes pour mettre en évidence des relations de causalité entre facteurs de risque et maladies sont les études analytiques, aussi appelées étiologiques, qui mesurent cette causalité sous forme qui mesure plutôt une association entre facteurs de risque et maladies. Parce qu'on verra le jour de la conférence sur les cohortes et les cas témoins que l'association n'est pas forcément synonyme de relation de causalité. Mais en tout cas, elle donne un argument fort. Cette causalité, donc cette association, est mesurée dans l'étude cas témoin sous forme d'odd ratio et dans la cohorte sous forme de risque relatif. Voilà. Dans l'étude cas témoin, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une population de cas qui est malade, à laquelle on apparie des témoins qui, eux, ne sont pas malades, et on recherche dans le passé, de manière rétrospective, l'existence d'un ou plusieurs facteurs de risque qui pourraient être liés au fait de devenir malade. Dans l'étude de cohorte, le mécanisme s'inverse, puisqu'on commence en prenant des patients exposés à un certain facteur de risque, auquel on va apparier des patients non exposés, et on va regarder de manière prospective, en les suivant sur une période donnée, l'apparition ou non d'une ou plusieurs maladies. Voilà pour les études non interventionnelles. Les études expérimentales, elles, c'est essentiellement l'essai thérapeutique. Dans l'essai thérapeutique, en fait, l'expérimentateur va créer deux groupes strictement comparables. Pour les créer, comment il va faire? Il va le faire par randomisation. Il va donner à un de ces groupes un traitement, à l'autre un placebo. Et on va rechercher donc l'apparition d'une maladie et l'association entre la prise du traitement et la maladie sera donnée sous forme de risque relatif. Voilà. Alors, l'étude comparant les tests diagnostiques est un peu à part. Dans cette étude, on compare une nouvelle technique diagnostique à la technique anciennement étant anciennement le gold standard, faisant référence en la matière. Et les informations données par cette étude sont la sensibilité, la spécificité du nouveau test, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative de ce nouveau test. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à l'essai thérapeutique. Voilà. Voilà, donc on va commencer maintenant à corriger l'épreuve des ECN 2010. L'intitulé était « Le bisoprolol dans l'insuffisance cardiaque, essai randomisé 6 bis 2 ». Alors la première question typique, quel est le type d'étude? Donc on repense au tableau qu'on a vu à l'instant. Donc on voit que l'essai thérapeutique, c'est une étude expérimentale. Donc on l'écrit.
On dit aussi donc c'est un essai thérapeutique ou essai clinique, ce qui est synonyme. Puis on s'intéresse à décrire les différentes qualificatifs de cette étude. Donc elle est prospective, elle était randomisée, elle était contrôlée. C'est important de dire que c'est contrôlé contre placebo ici et non pas contre gold standard. Elle était en double aveugle. Elle était multicentrique et internationale puisque c'était une étude européenne. Et puis, on peut rajouter aussi que c'était une étude de supériorité et non d'équivalence ou de non-infériorité. La question 2. Quels sont les éléments qui permettent de juger de la qualité de la randomisation ? Alors, c'était à cette question que je pensais quand je vous disais qu'il faut absolument s'assurer que vous compreniez bien les différents axes de réponse possibles à la question et que vous les envisagiez tous. Ici, la qualité de la randomisation, c'est d'une part la qualité de la méthodologie de la randomisation, mais d'autre part, la qualité du résultat de la randomisation, que l'on retrouvera dans le tableau 1. Donc, il ne faut pas oublier l'un ou l'autre de ces axes. Voilà, donc je vous ai remis le tableau 1 qui présentait les caractéristiques initiales des patients. Donc, premier axe de réponse, la méthode de randomisation est de qualité. Pourquoi ? Parce que l'effectif randomisé est important. C'est extrêmement important. C'est le premier critère à vérifier pour s'assurer que la randomisation est valable. Si on randomise 4 individus en 2 groupes, on peut quasiment être sûr que les 2 groupes ne sont pas comparables. Maintenant, si on en randomise 3000 comme ici, c'est différent. Ensuite, les outils utilisés pour randomiser étaient validés. Effectivement, on nous parle de table des nombres au hasard. On nous dit que cette randomisation était faite dans un centre indépendant de manière centralisée. Donc tout ceci nous apporte plusieurs avantages. Premièrement, le fait que ce soit indépendant et centralisé nous assure le respect de l'aveugle, puisque ce ne sont pas les investigateurs qui, eux, vont être au contact des patients qui vont randomiser. Donc ils ne risquent pas de savoir dans quel groupe sont assignés les patients. Et ensuite, le fait que l'on utilise une table des nombres au hasard nous assure le fait que cette randomisation soit faite sur un hasard vrai. Hasard vrai qui permet de remplir, qui permet de respecter la clause d'ambivalence, c'est-à-dire qu'un patient, avant d'être randomisé, a une chance égale d'être assigné à l'un ou l'autre des groupes. Voilà, donc la méthode de randomisation étant de qualité, par définition, les groupes sont comparables. Maintenant, l'analyse du tableau 1, qui présente les caractéristiques des groupes issus de la randomisation, nous confirme l'absence de différence concernant les caractéristiques. Donc le tableau 1. Et là, on regarde donc les différentes caractéristiques testées et on voit que les risques absolus dans chaque groupe sont strictement les mêmes. Alors, question 3, plus difficile. Quel est l'intérêt d'avoir exclu de l'étude les patients avec hypertension artérielle non contrôlée, infarctus du myocarde ou encore instable récent, ou angioplastie ou pontage aortocoronarien au cours des 6 mois précédents? Alors, plus difficile, effectivement. On commence par dire déjà que cet intérêt n'est pas explicité dans l'article. Ça peut être intéressant à spécifier dans nos copies. Bon. Ensuite, on fait des hypothèses, puisque ce n'est pas expliqué. Alors, on réfléchit, on se demande pourquoi des patients qui présenteraient ces maladies ne pourraient pas recevoir ce traitement par bêta-bloquant. Bon. De nos jours, ce sont des indications au traitement par bêta-bloquant. Est-ce que ceci peut avoir un lien ? Effectivement, on peut imaginer que si on a une maladie étant une indication au traitement par bêta-bloquant, on est probablement sous bêta-bloquant, traitement qui peut interférer avec le bisoprolol, puisque le bisoprolol est lui-même un bêta-bloquant, et donc biaiser les résultats de l'étude par biais de sélection. Donc première hypothèse, il représenterait un biais de sélection, car ils sont déjà probablement sous bêta-bloquant, et ça risque d'interférer. Deuxième hypothèse, HTA non contrôlé, angor instable, pontage récent. Tout ceci ne nous laisse pas présager de la stabilité clinique qui faisait partie des critères d'inclusion.
En effet, en post-IDM récent, il n'est pas rare de récidiver précocement ou après revascularisation par pontage ou stent, il n'est pas rare de voir une amélioration précoce de la fonction cardiaque par revascularisation du myocarde en hibernation. Donc, pas de stabilité clinique. C'était la deuxième hypothèse. Question 4. Quel est le critère de jugement principal? Quels sont les éléments qui vous permettent de juger de sa validité? Question assez classique, de même que la question 1. Le critère de jugement principal, il était très facile à trouver, il suffisait de recopier. C'était la mortalité, toutes causes confondues. Quels sont ses avantages ou ses critères de qualité? Alors là, le plus difficile dans cette question, c'est de ne pas en oublier et de s'assurer d'en mettre un maximum. Alors, premièrement, avantage auquel on ne pense pas forcément puisqu'il paraît aller de soi, c'est le fait que ce critère de jugement permette de répondre à la question posée par l'objectif principal. Par ailleurs, il est de définition claire et sans ambiguïté. C'est difficile d'être moins ambigu que la mortalité toute cause confondue. Et il est reproductible. On est dans une étude multicentrique, internationale, et la reproductibilité est un critère extrêmement important à respecter. Ainsi, un même patient serait classé de la même manière qu'il soit inclus en Espagne ou en Finlande ou en Grèce. Donc effectivement, ce caractère sans ambiguïté et reproductible est très important. Ainsi, on limite les biais de classement. Il est par ailleurs objectif plutôt que subjectif. Ça, le fait qu'il soit objectif, ça va un peu avec le caractère reproductible, hein. Et ça limite aussi les biais de classement. Il est par ailleurs cliniquement pertinent, ce qui est aussi très important. C'est-à-dire que le critère de jugement principal choisi concerne une maladie ou une complication de l'insuffisance cardiaque qui est fréquente dans cette maladie. Il a donc été bien choisi. Par ailleurs, une baisse de la mortalité donc de ce critère de jugement principal, une baisse de la mortalité toutes causes confondues est un avantage clinique certain vers lequel on cherche à tendre. Donc deux avantages cliniques, c'est effectivement une réelle complication de cette maladie et on cherche à faire baisser la mortalité. Enfin, il est dur plutôt qu'intermédiaire, c'est-à-dire que c'est un critère clinique et non paraclinique prédictif d'un événement clinique. Et puis, il est unique plutôt que composite. Ça, c'est important. Et ça le rend plus valide. La question 5 maintenant. L'arrêt prématuré de l'essai était-il licite? Justifiez cet arrêt. Donc on commence par répondre oui et on n'oublie pas de le dire. Voilà, alors pourquoi est-ce que c'était licite? Parce que les analyses intermédiaires étaient prévues a priori par le protocole. Ce mot a priori est très important puisque c'est lui qui nous permet de comprendre que l'effectif de l'étude a été calculé pour ces analyses et que donc il assure à l'étude une puissance suffisante pour ces analyses. Donc puissance suffisante. Alors, le protocole prévoyait que l'étude pouvait être arrêtée si l'on observait une différence significative dans la mortalité toutes causes confondues entre les deux groupes pour un seuil de P inférieur à 0,01. Donc on remarque que ce P est bien inférieur au P auquel on est habitué pour être le seuil de significativité et que là il est 50 fois plus petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, de multiplier des analyses dans une étude fait qu'on multiplie le risque de mettre en évidence une différence qui ne serait que le fruit du hasard, qui n'existerait en réalité pas. Donc pour pallier à cet état de fait, on diminue le seuil de significativité pour rester statistiquement pertinent. Donc là, on avait un seuil très bas. Et malgré ce seuil très bas, on a quand même mis en évidence dans cette analyse intermédiaire une différence significative, avec là un petit p inférieur à 0,0001. Donc c'était statistiquement
clair, là, le bisoprolol, par rapport au placebo, avait une meilleure efficacité dans la prévention du critère de jugement principal. À partir de là, il n'était pas éthique de poursuivre cette étude, puisque les patients qui étaient sous placebo présentaient un risque de décès accru par rapport à ceux sous bisoprolol qui était désormais démontré. Et ils avaient le droit, eux aussi, à bénéficier de ce traitement, de bénéficier à ce traitement par bisoprolol. Voilà, il fallait donc arrêter l'étude. Ils devaient pouvoir bénéficier de ce traitement qui réduisait la mortalité, toutes causes confondues. Alors la question 6. Commenter le résultat de l'essai présenté dans la figure 3 concernant le sous-groupe NYHA4. Des questions sur des figures, c'est plutôt classique. Il n'y a pas beaucoup de figures en LCA. Il y a le tableau 1 qui présente les caractéristiques des deux groupes initiaux. Il y a la figure 1 qui est aussi appelée le diagramme des flux, qui peut aussi tomber dans le cadre d'une question. Et après, il y a les tableaux d'analyse en sous-groupe aussi, les forest plots, on les appelle comme ça. Il reste aussi un dernier tableau qui peut tomber, c'est la courbe de Kaplan-Meier qu'il faut savoir analyser. Alors, donc là, c'est un forest plot, on le sait, il faut l'écrire. Après avoir donc mis le nom de la figure 3, là, le fait que ce soit un forest plot, il faut aussi la décrire. Donc, pour la décrire, voilà, on peut se contenter de recopier en fait la légende qui généralement est très complète. Donc, elle présente le risque relatif de l'effet du traitement sur la mortalité par cause et classe fonctionnelle à l'état basal. Voilà, donc après on s'intéresse donc à notre fameux sous-groupe NYHA4 qui était celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait en dire? On pouvait dire que le risque relatif était inférieur à 1, puisque là, il tourne autour de RR à 0,75 à peu près, environ. Après, on peut le calculer. Moi, je l'avais calculé, par exemple, pendant l'épreuve, parce que le risque relatif, c'est le risque absolu dans le groupe traitement sur le risque absolu dans le groupe placebo. Et en fait, le risque absolu dans le groupe traitement, c'est ça, 40 sur 221. Et le risque absolu dans le groupe placebo, c'est 50 sur 224. Donc on tombait sur un résultat semblable à 0,75. Voilà, donc il est inférieur à 1. Donc de ce fait, on peut conclure que c'est un facteur protecteur. Maintenant, l'intervalle de confiance à 95% comprend 1, puisqu'on voit il dépasse la barre qui ici est placée à 1. Donc il est non statistiquement significatif. Par définition, quand un intervalle de confiance comprend 1, le résultat est non statistiquement significatif. Bon, ensuite, il était un peu supérieur au risque relatif de la population totale de l'étude, puisque celui-ci est représenté par la ligne en pointillé. Et il était donc un peu au-dessus, ce qui nous permet de conclure que le sous-groupe NYHA4 est peut-être un sous-groupe dans lequel le bisoprolol est moins efficace que dans la population totale de l'étude. Voilà. Bon, donc ce qu'on en conclut, c'est qu'il y a une diminution non significative de la mortalité chez les patients NYHA4. Mais attention, je pense que là c'était très important de le spécifier, on ne tire pas de conclusion des analyses secondaires. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur les analyses intermédiaires qui nous ont permis d'arrêter l'étude précocement. Un résultat dans une analyse en sous-groupe ne peut pas aboutir à une conclusion puisque la population de l'étude n'a pas été calculée pour cette analyse et la puissance n'est pas forcément adaptée. Aussi, elle ne permet que de tirer des conclusions à type de tendance. On voit une tendance à une efficacité chez les populations NYHA4, mais on ne peut pas en dire plus. Ça nous donne des idées pour des études ultérieures.
Dernière question. Quelles conséquences pratiques thérapeutiques tirez-vous de cette étude pour les insuffisants cardiaques? Donc, comme on l'a vu à l'instant, la seule conclusion que l'on a le droit de porter est celle émanant du résultat du critère de jugement principal. Que nous a dit le critère de jugement principal? Il nous a dit que le bisoprolol a montré son efficacité dans la prévention du décès toutes causes confondues dans une population d'insuffisants cardiaques telle que décrite dans le protocole de l'étude. Donc, c'était quelle population? C'était des patients NYHA 4 ou 3 en insuffisance cardiaque chronique stable, ne présentant pas de contre-indication au bêta-bloquant, ne présentant pas d'hypertension artérielle non contrôlée, d'angor récent, etc., comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est la seule conclusion qu'on tire. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? On en dit que dorénavant, il va falloir introduire un traitement par bisoprolol, puisqu'il a prouvé son efficacité dans la réduction de la mortalité. Mais pas chez n'importe qui, je pense que c'était très important de le spécifier. C'était dans la population étudiée dans cet article. Donc voilà, c'était pas par exemple chez les insuffisants cardiaques de type NYHA1 ou NYHA2, puisque cet article ne nous donne aucune information nous permettant d'imaginer une efficacité du bisoprolol. Donc c'était dans cette population étudiée, et c'était selon le protocole utilisé, puisqu'ici le bisoprolol était introduit à dose progressivement croissante jusqu'à dose maximale tolérée. Et voilà, c'était pas autrement. Par exemple, à dose d'emblée maximale, probable qu'on déclenche des OAP chez ces patients plutôt que de réduire la mortalité. Donc c'était selon le protocole et dans la population étudiée dans l'article. Voilà, c'est fini pour la correction des questions de l'ECN 2010. On enchaîne sur le résumé, la correction du résumé. Et j'en profite par la même occasion pour vous faire une méthode de réponse type aux questions de résumé. Au résumé, en fait. Voilà, donc le résumé, c'est très simple. C'est vraiment pas la partie la plus difficile de l'épreuve. Il est noté sur 20 points. C'est toujours le même plan, qui est toujours calqué sur le plan des auteurs, qui lui-même est toujours le même. Il s'organise en 4 parties. Une partie introduction, puis une partie matériel et méthode, une partie résultat et une partie conclusion. Donc on va faire le plan du résumé. En parallèle, on corrigera l'épreuve 2010. Alors la fiche type résumé. Donc dans l'introduction, il n'y a pas grand-chose à faire figurer. Il doit y avoir que 2 choses. C'est une phrase resituant le contexte de l'étude et l'objectif principal de l'étude. Matériel et méthode, une partie assez difficile du résumé puisqu'on veut y faire tenir beaucoup d'informations en peu de mots, puisque je rappelle que nous ne pouvons mettre que 250 mots dans ce résumé. Donc c'est assez délicat. Il faut premièrement parler du type d'étude et de ses caractéristiques. Ça revient à en fait répondre à la question 1 des questions du sujet des ECN là. Donc le type et ses caractéristiques. Il faut répondre à la fameuse question qui, quand, où, comment, qui étant quelle est la population de l'étude, c'est-à-dire combien y a-t-il de patients inclus, quels sont les critères d'inclusion, d'exclusion, quand s'est déroulée l'étude, où ça, et puis comment, c'est parler un petit peu du protocole et le décrire. Ensuite, il faut énoncer clairement le critère principal de jugement de l'étude. Si on a de la place, on y met une sélection de critères secondaires. Je pense que au plus on en met, au plus on risque de tomber sur des points, en fait, des mots cotés dans la grille. La partie résultat doit faire apparaître le résultat chiffré du critère de jugement principal. Chiffré, ça veut dire quoi? Ça veut dire le nombre de cas dans chaque groupe, le risque absolu de chaque groupe, les risques relatifs évidemment, l'intervalle de confiance et le petit p. Tout ça doit apparaître. Ensuite, une sélection de résultats du critère de jugement secondaire. C'est pareil que dans la partie matériel et méthode. Au plus vous en mettez, au plus vous risquez de tomber sur des points. Et enfin, très important, à ne pas oublier, un mot sur la tolérance. Voilà. Et enfin, la conclusion, c'est comme l'introduction, peu de choses. Le résultat du critère de jugement principal, mais cette fois-ci sous forme de phrase. Pas de chiffres ici, on en a déjà suffisamment parlé dans la partie résultat. Et puis une phrase d'ouverture. Alors moi au début, je pensais pas tellement que c'était si important, mais en fait, il s'avère que dans les ECN 2009,
sur les corrections officielles, ils ont coté une phrase d'ouverture. Donc c'est quand même intéressant de la mettre systématiquement. Bon, donc l'introduction, on a dit une phrase pour resituer le contexte et l'objectif principal de l'étude. Donc à chaque fois, je vous fais apparaître en italique ma proposition pour la correction de l'épreuve 2010. Alors ma phrase pour resituer le contexte, c'était « De nombreuses études laissent à penser que les bêta-bloquants apporteraient un avantage dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique ». Bon. Alors moi j'ai mis le sigle ICC pour insuffisance cardiaque chronique car je sens que je vais avoir à utiliser ce mot plusieurs fois. Je vous invite à faire la même chose parce que ça vous permet d'économiser des cases. Le but étant quand même de tendre vers les 250 cases, ce qui vous permet en fait de faire apparaître le maximum d'informations, le maximum donc de mots-clés potentiels. Donc au plus vous utilisez des sigles, au plus vous risquez vous potentialisez vos possibilités de mots. Alors ensuite, moi j'ai recopié l'objectif de l'étude. D'ailleurs, je ne l'ai pas recopié puisqu'il apparaissait pas très clairement. C'était un petit peu délicat. Du fait que l'étude était 6 bis 2, l'objectif apparaissait en fait dans 6 bis 1, donc c'était pas très facile. Mais bon, il fallait un peu le deviner d'après le protocole, quoi. Donc l'objectif principal de l'étude était de montrer la supériorité du bisoprolol en traitement de fond de l'insuffisance cardiaque chronique par rapport au placebo dans la réduction de la mortalité, toutes causes confondues. On essaye d'être précis au maximum. Voilà, c'est tout pour l'introduction. Maintenant, on arrive à matériel et méthode. Donc, premièrement, le type d'étude et ses caractéristiques. Donc là, on essaie d'être au maximum complet. Cet essai clinique prospectif, randomisé, contrôlé contre placebo, en double aveugle, multicentrique, international et européen. Donc voilà, là, on a été complet. On enchaîne sur qui, quand, où, comment. Alors, qui a inclus 2647 patients. Alors, le nombre de patients inclus, on peut le mettre soit dans cette partie, soit dans résultat. Donc, 2647 patients présentant une insuffisance cardiaque symptomatique NYHA 3 ou 4, sous traitement conventionnel et ne présentant pas de contre-indication au bêta-bloquant. Donc ça, c'est en fait j'ai essayé de résumer les critères d'inclusion et d'exclusion. Voilà, donc là, quand on n'avait pas d'informations, la période de l'étude n'était pas décrite dans le protocole, bon, on peut s'imaginer que c'était ancien en regardant la bibliographie à la fin de l'article, puisqu'il n'y avait pas de référence postérieure à 1998. Et puis de toute façon, ça fait quand même longtemps que le bisoprolol est indiqué dans l'insuffisance cardiaque. Voilà, donc on n'a pas d'informations, on n'en met pas. Où, on l'a déjà dit, c'était international européen. Et ensuite, on enchaîne sur comment. Donc, une description brève du protocole. Les patients étaient traités selon leur groupe de randomisation, soit par du bisoprolol, soit par du placebo, à dose progressivement croissante jusqu'à dose maximale tolérée. On énonce clairement le critère principal de jugement. Le critère principal de jugement était la mortalité, toute cause. Si on a de la place, on met des critères secondaires. Là, j'en ai pas mis. Alors là, j'ai donc les résultats. J'ai encore une fois spécifié qu'il fallait les chiffrer. Donc nombre de cas, risque absolu dans chaque groupe, risque relatif, intervalle de confiance à 95% et petit p. Alors on commence par le résultat du critère de jugement principal. Donc on ressent ça à 156 décès sous bisoprolol, soit 11,8% donc en termes de risque absolu, contre 228 sous placebo, soit 17,3%. RR égale 0,6, IC 95% égale 0,54, 0,81, petit p inférieur à 0,0001. C'est fastidieux, mais il faut vraiment que tout apparaisse. On spécifie là que c'était lors d'une analyse préliminaire prévue par le protocole et que l'essai a donc été arrêté prématurément. On pouvait même essayer de faire apparaître la notion de éthique, que ce n'était pas éthique de continuer. Ensuite, on peut donc là mettre des critères secondaires en choisissant les plus pertinents. Moi, j'ai choisi les morts subites, puisqu'on voyait bien, il y avait vraiment un avantage du bisoprolol par rapport au placebo. Et puis, j'ai choisi aussi les hospitalisations, qui étaient bien diminuées. J'ai trouvé qu'ils étaient assez intéressants. Puis donc, un mot sur la tolérance, toujours. On cherche quelque chose pour en parler. Donc la tolérance était bonne ici, puisqu'on a recensé 292 arrêts prématurés du traitement sous bisoprolol,
contre 194, ce qui fait en termes de risque absolu, c'est la même chose. Donc, pas de différence en termes d'arrêt prématuré de traitement. C'est un argument indirect pour une tolérance bonne, puisque quand on arrête prématurément un traitement, c'est essentiellement quand on tolère mal. Donc voilà, c'était plutôt bien. Alors moi, j'ai insisté sur la tolérance en mettant un PAMI 0. Bon. On termine donc par la conclusion. J'ai oublié de le spécifier, mais les titres introduction, matériel et méthode, résultats, conclusion doivent apparaître. Ça paraît évident, en plus c'est écrit vraiment sur la feuille de résumé, mais il faut pas l'oublier. Moi j'ai commencé par l'oublier à l'épreuve des ECN. Alors j'ai dû tout effacer, tout réécrire, ça faisait un peu... c'était pas très propre après. Donc voilà, c'est très important. Donc le résultat en phrase du critère de jugement principal. Le bisoprolol en traitement de fond de l'insuffisance cardiaque diminue la mortalité de toute cause. Et puis une phrase d'ouverture. Moi, j'ai décidé de mettre il doit désormais systématiquement faire partie de l'ordonnance de l'insuffisance cardiaque chronique. L'important étant juste de mettre une phrase d'ouverture, je pense. Voilà. Moi, ça a fait 232 mots. J'avais une petite marge. Moi, je vous conseille vraiment d'essayer de tendre vers 250 parce que souvent, on entend c'est pas grave si vous en mettez peu. L'important, c'est de pas dépasser. Mais à vos risques et périls. Hein. Peu, ça veut dire peu de mots, peu de mots-clés. Voilà, c'est fini pour la correction de l'ECN 2010. On va enchaîner donc sur des rappels concernant les sets thérapeutiques. J'ai essayé au maximum de vous les faire sous forme de réponses types à des questions types. C'est comme ça que j'ai fonctionné, moi, durant ma D4. En LCA, ça s'y prête énormément. Et en fait, donc, puisque c'est toujours les mêmes questions et toujours les mêmes réponses qui tombent, c'est bien de savoir, quand vous voyez une question, d'avoir déjà une grille toute faite dans votre tête de choses à vérifier et de points à mettre sur votre copie, à faire apparaître sur votre copie. Voilà, donc on commence par quel est le type d'étude? Question ô combien classique. Pour les sets thérapeutiques, ce sera quasiment toujours la même chose. Donc, ce sera une étude expérimentale. Comme on l'a vu dans le tableau, elle fait partie des études expérimentales et non des études observationnelles. L'essai thérapeutique, c'est un essai thérapeutique. Hein. C'est toujours randomisé. C'est toujours contrôlé. Maintenant, contrôlé, ça peut être contre placebo ou contre gold standard. Ça, c'est bien de le dire. Ça peut être ouvert. C'est plutôt moins bien que si c'est en aveugle simple. Et ça, c'est aussi moins bien que si c'est en double aveugle. On peut, si on est très zélé, dire le nombre de bras qu'il y a dans l'étude. C'est généralement 2. Le bras placebo et le bras traitement, par exemple. Mais des fois, il y en a 3. Le bras placebo, le bras traitement à une dose, le bras traitement à une autre dose, ce genre de choses. Il faut dire si c'est multicentrique, il manque un T, ou c'est unicentrique, sachant que c'est quand même mieux quand c'est multicentrique, ça limite les biais de sélection, on verra ça tout à l'heure. Si c'est multicentrique, est-ce que c'est international ou est-ce que c'est juste national? Voilà. Est-ce que c'est de supériorité? Est-ce que c'est de non-infériorité? Ça aussi, c'est un peu accessoire. Je pense pas qu'il y ait de points, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, donc là, vous avez 8 points à toujours vérifier pour répondre à la question quel est le type d'étude dans le cadre d'un essai thérapeutique. Deuxième question assez classique aussi, analyser la population étudiée. Alors, analyser la population étudiée, il y a plusieurs axes aussi d'analyse. Analyse d'après les critères d'inclusion, les critères d'exclusion, mais aussi la modalité de sélection des patients et le lieu de sélection, qui sont très importants parce que peuvent déboucher sur des biais de sélection s'ils ne sont pas optimaux. Alors les critères d'inclusion, les questions à se poser, c'est est-ce qu'ils nous permettent de sélectionner une population qui correspondra à la population cible? La population cible étant la population à laquelle on veut extrapoler les résultats. Dans l'ECN 2010, c'était les insuffisants cardiaques chez qui on voudrait instaurer un traitement par bisoprolol à l'avenir. Maintenant, les critères d'exclusion. Il faut se poser la question aussi, à quoi correspondent-ils? Est-ce que ce sont des contre-indications de traitement? Est-ce que c'est des formes cliniques particulières? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'information, ce qui est un petit peu moins intéressant, enfin, ça laisse des doutes. On ne sait pas pourquoi ces patients sont exclus et on les exclut, ce qui va nous donner une population dans l'étude qui sera différente de la population cible.
pour des raisons qu'on ne nous a pas expliquées. Donc ce n'est pas bien. Ensuite, les critères d'exclusion excluent des personnes. Ce nombre d'exclus est donné dans la figure 1, qui est donc le flowchart sous le diagramme des flux. Et ce nombre d'exclus nous donne beaucoup d'informations, notamment sur l'extrapolabilité. Comme je l'ai dit à l'instant, tous ces exclus sont autant de personnes qui ne participeront pas à l'étude et qui feront que la population de l'étude va être différente de la population cible. Voilà. C'est ce que je vous dis à la ligne d'après. Alors ensuite, les modalités de sélection. Les modalités de sélection, c'est comment sont sélectionnés les patients. Est-ce que c'est sur la base du volontariat? Est-ce que c'est sur la base d'appels téléphoniques ou est-ce que c'est un recrutement exhaustif, ce qui est la meilleure chose à faire, car le moins biaisé? Qu'est-ce qu'un recrutement exhaustif? C'est lorsqu'on est investigateur, tous les patients qui se présentent à vous, qui correspondraient aux critères d'inclusion, doivent être inclus dans l'étude, ou au moins on doit leur proposer l'étude. Ils ont évidemment le droit de la refuser, mais on doit toujours à tous leur proposer d'entrer dans l'étude. C'est le recrutement exhaustif. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Le recrutement, donc sur la base du volontariat, expose à des biais de sélection. On peut se demander pourquoi ces patients sont volontaires plutôt que d'autres. Peut-être ont-ils besoin d'argent, peut-être sont-ils mieux informés que d'autres. Donc tout ça, ça aboutit à des biais de sélection. De même, le recrutement par appel téléphonique. La moitié de la population étant sur liste rouge, il y a un biais de sélection fort. Donc voilà. Et ensuite, le lieu de sélection, important aussi, donne beaucoup d'informations. Est-ce que c'est une étude mono ou multicentrique? Sachant qu'une étude monocentrique, l'extrapolabilité va être assez amoindrie. Une étude monocentrique japonaise sera peut-être peu extrapolable à une population européenne ou à une population africaine ou je ne sais quoi, alors qu'une population multicentrique internationale permettra d'extrapoler les résultats de manière un petit peu plus universelle. Ensuite, est-ce que c'est une sélection en milieu hospitalier ou en médecine de ville? Ça, c'est important aussi de le savoir puisque ce n'est pas les mêmes pathologies. En milieu hospitalier, les patients sont généralement plus lourds, des maladies plus graves, plus évoluées. Voilà, donc c'est important de le préciser. Analyser la technique de randomisation. Question encore une fois assez classique. Je vais vous y répondre en 3 points. Premièrement, on va reprendre juste la définition et les objectifs de la randomisation. Ensuite, on va voir quels sont les critères de qualité d'une randomisation. Et puis, on va reprendre les différents types de randomisation, que sont la randomisation simple, la randomisation stratifiée et la randomisation par bloc. Donc, définition là, issue du glossaire du CNCI. Donc, la randomisation, c'est le tirage au sort des patients permettant leur répartition aléatoire dans 2 ou plusieurs groupes. L'objectif de cette randomisation, c'est la répartition homogène des facteurs de confusion. Et c'est la création ainsi de 2 groupes comparables en tout point. Pourquoi est-ce que c'est si important de créer 2 groupes comparables en tout point? Parce qu'on va introduire dans l'un des groupes un traitement et dans l'autre pas de traitement, ou plutôt un placebo. Et d'avoir 2 groupes comparables en tout point par ailleurs permet de faire en sorte que la seule chose qui les différencie soit ce caractère traitement, pas de traitement. Ce qui donne beaucoup plus de valeur aux résultats qu'on obtiendra. Et la causalité entre traitement, pas de traitement et maladie, pas de maladie sera vraiment très forte. Contrairement à l'étude de cohorte ou à l'étude cas témoin, où par exemple dans la cohorte on a exposé, non exposé, et puis on regarde après qui devient malade, qui ne le devient pas, les populations ne sont pas par ailleurs comparables en tout point. Elles n'ont pas été randomisées. Elles sont juste, on a juste apparié les non exposés aux exposés, ce qui laisse encore énormément de facteurs de confusion et ce qui est donc beaucoup moins pertinent. C'est pour ça que c'est plus difficile de prouver une relation de causalité à partir d'un résultat de cohorte qu'à partir d'un résultat d'études expérimentales qui font quand même référence. Alors, les critères de qualité de la randomisation. Donc, on l'a vu tout à l'heure en corrigeant le sujet 2010. Le nombre suffisant de sujets randomisés est primordial. Donc, particulièrement important. Ensuite, on l'a vu aussi un petit peu, il faut que la randomisation respecte la clause d'ambivalence, qui signifie que les patients inclus dans l'étude ont, juste avant la randomisation, autant de chances d'être assignés à l'un ou l'autre des groupes.
Donc c'est la même probabilité d'aller dans l'un ou l'autre des groupes. Donc ça, pour respecter cette clause d'ambivalence, il faut qu'en fait le type de randomisation soit valide. Il faut qu'il utilise le hasard, mais un vrai hasard, pas un faux hasard tel que randomiser sur des dates de naissance ou randomiser sur des numéros de dossier ou des numéros de téléphone. Tout ça, c'est assez biaisé. Le hasard vrai, on l'obtient de nos jours essentiellement en utilisant la table des nombres au hasard ou certains programmes informatiques. Donc ça, si vous voyez ces termes, table des nombres au hasard ou programme informatique, vous savez que c'est une randomisation de qualité. Donc on a vu un nombre suffisant de sujets, le respect de la clause d'ambivalence, notamment en utilisant un hasard vrai. Enfin, le respect de l'aveugle. Respect de l'aveugle, il faut que les investigateurs ne soient pas capables de deviner dans quel groupe va être randomisé un patient. Donc ça, c'est aussi pendant la randomisation qu'il faut veiller à ce qu'ils ne puissent pas le deviner. Donc voilà les grands critères de qualité de la randomisation. Maintenant, les différents types de randomisation. Alors la randomisation simple, comme son nom l'indique, c'est vraiment la plus simple. C'est un patient est inclus dans l'étude, on va le randomiser. Donc on va tirer au sort un groupe. Il ira soit dans le groupe A, soit dans le groupe B. Puis le patient d'après, la même chose. On lui tire un groupe au sort. Il sera peut-être dans le même groupe, peut-être dans l'autre. Voilà, c'est le hasard. C'est la randomisation simple. Randomisation parfaite si l'effectif est suffisant. Et puis bien sûr, donc si on a dit si c'est un vrai hasard et si l'aveugle est respecté dans cette randomisation. Effectif, suffisant. C'est en fait le critère de qualité principal, effectif suffisant. Maintenant, quand l'effectif est insuffisant, ou on va le voir après les autres intérêts, mais essentiellement quand l'effectif est insuffisant, il va falloir faire une randomisation stratifiée. Randomisation stratifiée pour s'assurer que certains facteurs de confusion que l'on connaît soient vraiment répartis de manière équitable dans les deux groupes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des strates selon certains facteurs de confusion. Je vais prendre l'exemple de l'âge. On sait bien que l'âge est très important et influence énormément la morbidité et la mortalité, quelle que soit la maladie étudiée. Donc aussi, on veut s'assurer de ne pas randomiser un trop petit groupe qui, donc du fait de son faible effectif, ferait beaucoup d'aléas. Il y aurait eu un aléa de répartition et on se retrouverait avec un groupe à prédominance de personnes âgées et un groupe à prédominance de personnes jeunes, ce qui biaiserait énormément, ce serait un biais de sélection très important. Donc, pour ce faire, on va stratifier l'âge. On va faire des classes d'âge par exemple, de 20 ans. On aura donc la classe d'âge 20-40 ans, la classe d'âge 40-60 ans et la classe d'âge 60-80 ans. Et on va en fait randomiser à travers ces différentes strates. Ainsi, on obtiendra des groupes où l'âge, où il y aura autant de personnes dans chaque tranche d'âge. Donc, on peut faire ça sur plusieurs facteurs de confusion en même temps. On fait souvent sur l'âge, sur le sexe, sur le centre. Après, c'est un programme informatique qui fait ça. Donc l'intérêt, c'est donc essentiellement donc je l'ai déjà dit, mais j'insiste, quand l'effectif est faible et qu'on n'est donc pas sûr que la randomisation simple sera de qualité, puisque à effectif suffisant, la randomisation simple va par définition faire des groupes comparables. Et ensuite, si l'étude est multicentrique, c'est très important de stratifier sur le centre. Parce que ce serait bête de se retrouver avec un groupe où la majorité des gens ont été inclus dans un centre américain et un groupe où la majorité des patients auraient été inclus dans un centre nord-africain, ce qui donc ferait un très gros biais de sélection. Donc il reste la randomisation par bloc, qui est un concept un petit peu difficile à cerner. Alors la randomisation par bloc, contrairement à la randomisation simple où un patient arrive et on le randomise dans le groupe A ou dans le groupe B, la randomisation par bloc, on va attendre qu'un certain nombre de patients soient inclus. Donc ce certain nombre étant déterminé par la taille du bloc. Donc ici par exemple dans mon exemple ce sera 4.
Donc on attend que 4 patients soient inclus pour les randomiser tous les 4. Donc on va, à côté de la taille du bloc, apparaît un chiffre entre parenthèses qui est en fait le ratio. Donc là, dans mon exemple, le ratio c'est 1-1. J'en veux autant dans chaque groupe. C'est souvent ce qu'on retrouve. Donc j'en randomise 4 en faisant en sorte d'en mettre 2 dans chaque groupe. Ensuite, quand les 4 patients suivants seront inclus, ils seront tous les 4 randomisés de manière à en faire apparaître 2 dans chaque groupe. Et ainsi de suite. L'intérêt de la randomisation par bloc, c'est qu'elle équilibre les effectifs. On est certain d'avoir à chaque patient inclus 2 patients randomisés dans chaque groupe. On s'assure alors, par exemple, pour cet exemple, d'avoir des groupes équivalents à deux patients près. C'est encore une fois très intéressant quand l'effectif est insuffisant, ou faible en tout cas. Et un autre intérêt de la randomisation par bloc, c'est de s'affranchir d'un effet temps. Un effet temps, c'est par exemple quand la saison influe sur la maladie. Dans une randomisation simple, on peut imaginer que par fluctuation, on a eu la majorité des patients d'un groupe inclus en hiver et l'autre en été. Et ça, c'est pas acceptable, par exemple, dans une étude qui étudierait les maladies pulmonaires, où on sait très bien que l'influence automno-hivernale est importante et favorise la grippe et autres viroses. Donc là, dans ces cas-là, c'est bien de randomiser par bloc. On s'affranchit de l'effet temps. Les désavantages de la randomisation par bloc, c'est essentiellement que la récurrence des blocs peut être anticipée par l'équipe et ça peut compromettre l'aveugle. Mais bon, voilà. Dans ces cas-là, on peut faire des blocs de taille variable, mais ça devient quand même très compliqué. Donc la question, discuter la comparabilité des groupes. Alors c'est une question qui fait référence au tableau 1. Le tableau 1, qui, on l'a déjà vu tout à l'heure, présente les caractéristiques initiales des patients dans normalement toutes les études, tous les essais cliniques que vous aurez à analyser. Donc, on a déjà vu aussi, la randomisation, si elle est de bonne qualité, assure par définition la création de groupes comparables. Donc, l'analyse du tableau 1 devient alors accessoire. Mais si l'on retrouve dans cette analyse une différence sur une des caractéristiques étudiées, on pourra conclure alors si on était auparavant dans une étude où la randomisation était de qualité, on pourra dire que l'éventuelle différence retrouvée ne sera que l'expression du risque alpha étant le risque de retrouver une différence significative qui n'existe pas. Ceci illustre bien l'inutilité complète des tests statistiques dans le tableau 1. Tests statistiques qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans cet article, mais qu'on retrouve de temps en temps sous forme de petits p. Voilà, donc à la question de discuter la comparabilité des groupes, il faut parler de la qualité de la randomisation et décrire le tableau 1. Maintenant, question, discuter l'évolution des effectifs. Donc on va parler premièrement de l'effectif initial et de son calcul, et puis ensuite de l'évolution des effectifs, notamment du diagramme des flux. Alors l'effectif initial, il doit être calculé a priori. C'est très important. Et son calcul doit être détaillé dans le protocole. Les éléments qui rentrent en compte dans ce calcul doivent donc être apparents dans l'article, sont le risque alpha, donc risque de première espèce, risque de conclure à une différence qui n'existe pas, le risque bêta, risque de seconde espèce, ou alors la puissance, puisqu'on sait que bêta et la puissance sont reliés par bêta égale 1 moins la puissance. Et puis la différence attendue, la différence d'efficacité attendue entre les deux groupes. Par exemple, dans notre essai concernant le bisoprolol, il fallait initialement dire, voilà, moi je pense qu'il va y avoir une réduction de 20% de la mortalité dans le groupe bisoprolol par rapport au groupe placebo. Il faut que les investigateurs, les investigateurs fassent une hypothèse a priori sur la différence d'efficacité, sur la réduction relative du risque. Il faut aussi qu'on nous parle de la variance ou de l'écart type
du critère de jugement principal. Ça aussi, c'est une variance suspectée, attendue. Donc, on, on la- on posera une hypothèse sur cette variance, en fait, a priori. Donc. Et puis, aussi, il faut que les investigateurs donnent une notion un nombre de perdus de vue attendus, a priori aussi. Donc, alpha, bêta, la différence attendue d'efficacité entre les deux groupes, la variance ou l'écart type et le nombre de perdus de vue. Donc à partir de là, on calcule un effectif. Cet effectif assurera une puissance statistique suffisante au calcul à l'analyse concernant le critère de jugement principal. Puissance suffisante. Mais uniquement à cette analyse. Je pense que j'ai déjà plusieurs fois souligné ce point. Donc maintenant, le diagramme des flux. Donc là, j'ai repris le diagramme des flux de notre étude. J'ai rajouté dans des cases grises des éléments qui me semblaient importants, qui auraient peut-être été intéressants d'écrire. Puis ça nous fait comme ça un diagramme des flux complet. Donc voilà, le diagramme des flux présente l'évolution de la population tout au long de l'étude. Il nous donne de nombreuses informations. Donc on va le reprendre ensemble. On commence en haut avec le nombre de patients éligibles. Donc il faut que toutes les cases soient chiffrées. Donc le nombre de patients éligibles, ce sont les patients qui répondent aux critères de jugement principal. Aux critères d'inclusion. Ensuite viennent les patients exclus ou les refus de participation. Donc là, il faut que ce soit chiffré aussi. La différence entre ces deux groupes donne le nombre de patients randomisés. Donc une partie randomisée dans le groupe placebo et une partie dans le groupe bisoprolol, enfin dans le groupe traitement d'une manière générale. Alors ensuite, dans ces cases-là apparaissent les interruptions de traitement et les perdus de vue dans l'un ou l'autre des groupes. La différence entre les patients traités et les patients de cette case donne les patients ayant respecté le protocole, les patients traités à la fin de l'étude. En bas doivent apparaître les patients entrant dans l'analyse. Alors, quelles sont les informations que nous donne ce flowchart ? Le nombre d'exclus, le nombre de refus, on l'a vu tout à l'heure, permet de juger de la comparabilité de la population de l'étude à la population cible. Comparabilité ou extrapolabilité, c'est pareil, ou validité externe de l'étude. Maintenant, pour une analyse en intention de traiter, le flowchart est extrêmement informatif. En effet, l'analyse d'intention de traiter qui va être sur la diapositive suivante nous dit que dans une intention de traiter, les patients randomisés doivent être les mêmes que les patients analysés. Donc on regarde le flowchart et on vérifie que le chiffre ici est égal au chiffre ici, dans les deux groupes. Ensuite, le nombre d'interruptions de traitement, donc cette case, ainsi que les perdus de vue, est très informatif aussi, puisque plus son nombre est grand, plus le biais d'attrition sera important. Plus le nombre de perdus de vue est important, plus le biais d'attrition est important, puisque ça fait énormément de données manquantes. Ça nous donne une population traitée finalement assez différente de la population randomisée. Donc c'est pas mal informatif. De même que les interruptions précoces de traitement nous informent sur la tolérance. On l'a vu tout à l'heure quand on a fait le résumé, puisqu'on arrête un traitement le plus souvent parce qu'on le tolère mal. Donc maintenant, l'analyse en intention de traiter. J'ai repris exactement le même tableau. Une petite définition pour commencer. L'analyse d'intention de traiter, c'est l'analyse dans laquelle tous les patients inclus sont analysés dans leur groupe de randomisation. Donc tous et dans leur groupe de randomisation, qu'ils aient ou non respecté le protocole. Donc là, dans une analyse d'intention de traiter, si vous regardiez un flowchart, vous devriez trouver ici et ici le même nombre de patients. De même ici et ici. C'est ce qui définit une intention de traiter. Son intérêt, c'est qu'elle limite le biais d'attrition. Donc le biais d'attrition, c'est vraiment un mot qu'il faut faire apparaître quand vous parlez d'intention de traiter.
C'est le fait de perdre des patients qui ne respecteraient pas le protocole et qui ne seraient pas analysés si on n'était pas en intention de traiter, ce qui fait qu'on aboutirait au final à des populations ici et ici qui seraient complètement différentes les unes des autres, différentes de celles-ci, et puis différentes de notre population cible ici. Ce qui fait qu'on perd énormément en termes de pertinence clinique, et le biais d'attrition fait partie donc des biais de sélection. Biais de sélection. Hop. Bon, le deuxième intérêt de l'analyse en intention de traiter, c'est sa pertinence clinique. En effet, on se met typiquement à la place du prescripteur lorsqu'on analyse une population en intention de traiter. On donne le traitement, on ne sait pas si le patient le prend ou ne le prend pas, mais nous, on va considérer qu'il le prend. Donc ça se rapproche de la réalité du clinicien. L'analyse en intention de traiter est l'analyse de référence pour les études de supériorité. Il reste quand même une question à se poser quand on fait une analyse en intention de traiter, c'est comment sont pris en compte les perdus de vue. Parce que les perdus de vue, puisqu'on a en intention de traiter, doivent être inclus dans l'analyse, mais comment? Est-ce qu'on va considérer qu'ils sont tous, par rapport aux critères de jugement principal, morts, par exemple, ou tous vivants? Ou au contraire, est-ce qu'on va utiliser la technique du biais maximal, qui est une très bonne technique, qui consiste à considérer que dans le groupe traitement, tout le monde est mort, et dans le groupe placebo, tous les perdus de vue sont vivants. Ce qui nous met dans la situation la plus difficile pour mettre en évidence une différence entre les deux groupes, et ce qui rend notre résultat d'autant plus solide. Donc la technique du biais maximal, une bonne technique pour prendre en compte les perdus de vue. Alors l'analyse per protocole, cette fois-ci, qui, elle, ne prend en compte dans l'analyse que les patients ayant strictement respecté le protocole. Donc ce qui fait que les inclusions à tort, les patients non observants, les patients traités avec le traitement de l'autre groupe, ne sont pas inclus, sont exclus de l'analyse. Alors son avantage à l'analyse par protocole, c'est qu'elle donne une meilleure estimation de l'effet potentiel du traitement s'il est correctement pris. Parce que c'est vrai que dans une ITT, si par exemple personne ne prend le traitement, on aura du mal à voir vraiment son effet potentiel, alors que dans l'analyse par protocole, ce sera plus adapté. Mais attention, on l'a vu, il y a un gros biais d'attrition, puisque tous les patients donc exclus ici, ceux-ci, puisqu'ils n'ont pas respecté le protocole, ne seront pas pris en compte. Donc ça fait quand même 400 personnes sur les 1300 patients normalement randomisés dans le groupe bisoprolol ici. Ce qui est quand même pas rien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, donc ça, l'analyse par protocole, elle a quand même deux bonnes indications. C'est les études de non-infériorité et les études de tolérance. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Pour une étude de tolérance, on cherche à montrer donc que notre médicament n'a pas d'effet indésirable. Si on se mettait en ITT, en analyse en intention de traiter, ce serait pas la bonne méthode, parce que prenons l'exemple où dans le groupe traitement et dans le groupe placebo, d'ailleurs, personne finalement ne respecte bien le protocole, et on fait une ITT et tout le monde est inclus, et finalement, puisque personne n'a pris le traitement, personne n'a eu d'effet indésirable, forcément. Donc on ne met pas en évidence d'effets indésirables, on dit notre médicament est très bien toléré et c'est parfait. Alors que dans une analyse per protocole, on étudierait que les patients qui respectent le protocole et donc qui ont effectivement pris ce traitement, et on pourrait plus mettre en évidence donc des effets indésirables, et ce serait plus difficile de montrer qu'il n'y a pas de différence entre le traitement et le placebo en termes de tolérance. Donc c'est encore une fois, comme quand on parlait tout à l'heure de la technique du biais maximal, un moyen de se mettre dans les situations les plus difficiles pour montrer l'existence ou l'absence d'une différence. Ça rend l'analyse plus robuste. De même, même raisonnement pour les études de non-infériorité. Donc les perdus de vue et les données manquantes, qui sont un gros problème pour l'analyse. Donc ce sont les individus pour lesquels le résultat du critère de jugement principal n'est pas disponible.
plus ils sont nombreux, plus la comparabilité des groupes est remise en question. On l'a vu, c'est le biais d'attrition. Et plus le groupe effectivement étudié risque d'être différent de la population cible, idem, c'est le biais d'attrition. Donc voilà, c'est ça, biais de sélection, biais d'attrition. Il faut se poser une question, il faut les comparer en fait dans chacun des groupes. S'ils sont plus nombreux dans le groupe traitement que dans le groupe placebo, c'est probablement une mauvaise tolérance du traitement. Et donc il faut se poser la question, comme on l'a vu tout à l'heure, comment est-ce qu'ils sont classés après dans l'analyse par rapport aux critères de jugement principal. Le mieux étant la technique du biais maximal. Voilà. Alors on termine sur les biais. Les biais, la définition. Un biais est une erreur systématique qui fausse le résultat dans un sens donné. Donc systématique est important dans la définition par opposition à aléatoire et qui fausse les résultats dans un sens donné. Donc, alors qu'une erreur aléatoire fausse d'une manière générale en fait. Voilà, donc il y a 3 grandes familles de biais. Il y a les biais de sélection, les biais de confusion et les biais de classement ou biais de mesure. Donc les biais de sélection ont lieu au moment de la sélection, donc le plus souvent pendant la constitution de l'échantillon, mais pas forcément, puisqu'on a vu qu'il y avait le biais d'attrition aussi qui faisait partie des biais de sélection. Et ils peuvent fausser le résultat du fait d'une différence dans le pronostic de base des patients. Donc on l'a vu tout à l'heure, ça peut être pendant le recrutement, parce qu'on a fait un recrutement sur la base du volontariat et que les volontaires ne sont pas représentatifs de la population générale. Un recrutement dans la médecine du travail, le biais des wealthy workers, il manque un L, c'est-à-dire les salariés sont généralement en meilleure santé que les gens qui ne travaillent pas, donc c'est un biais aussi. On a vu le biais lié au perdu de vue, c'est-à-dire le biais d'attrition. Donc on perd des patients en cours d'études, c'est quand l'ITT n'est pas respectée. Et donc les populations analysées ne sont plus comparables ni entre elles, ni avec la population cible. Voilà pour les biais de sélection. Donc biais de sélection au moment de la sélection, de la création de l'échantillon. Les biais de confusion, eux, ne sont pas très importants dans les études expérimentales de type essai thérapeutique, puisque la randomisation les prend très bien en charge. Mais ça, encore faut-il qu'on ait une randomisation de qualité. Ce sont des gros problèmes dans les études analytiques, les études cas témoins, les études de cohorte. C'est dans ces études où on va faire un gros effort d'annulation de ces biais en appariant les témoins, les témoins aux cas, les non exposés aux exposés dans l'étude de cohorte. Donc les biais de confusion, peu importants dans ce type d'études. Et puis enfin, les biais de classement ou biais de mesure, donc eux, ils interviennent au moment de déterminer si le patient comment il se classe par rapport au critère de jugement principal. Donc eux, ils dépendent de la qualité du critère de jugement principal. On l'a vu, de sa reproductibilité, du fait qu'il soit objectif ou subjectif, donc des qualités du critère de jugement principal et par ailleurs du respect ou non de l'aveugle. Si les expérimentateurs, les investigateurs, ne respectent pas l'aveugle, ils vont devenir partials dans l'évaluation du critère de jugement principal. Et voilà, ça va entraîner un biais de classement. Voilà, c'en est tout pour cette conférence. Merci.